Sonia Lupien. Alors, comment fonctionne la mémoire? Grande question qu'elle a décidé d'aborder ce matin, Sonia Lupien. Trois grandes phases, trois grands stades, si on veut. D'abord, on appelle ça l'encodage. On doit encoder l'information. Elle doit entrer dans notre mémoire. Une fois qu'elle est entrée dans notre mémoire, elle doit être consolidée. Elle doit être gravée. C'est comme graver un CD, là. Elle doit s'en aller dans la mémoire à long terme. Et là, quand elle est dans la mémoire à long terme, elle doit être rappelée. Je vais vous expliquer un par un chacune de ces trois étapes-là. Commençons déjà par l'encodage. Donc, encoder, ça veut dire modifier des informations qui viennent de l'extérieur. Je vous regarde, ça arrive dans mes yeux, ça doit rentrer dans mon cerveau en ce qu'on appelle des représentations mentales, une mémoire. Donc, encoder une information, ça a l'air assez facile, mais avant même d'encoder, c'est là que ça va devenir important. Vous avez besoin de deux choses qui n'ont même pas rapport à la mémoire. La première, de la vigilance. Vous devez être vigilant. Vous devez être réveillé pour encoder de l'information en mémoire. Oui. Et ça a l'air simplet comme ça, mais ce ne l'est pas. Donc, la première chose, c'est d'être vigilant. C'est beau. Une fois que vous êtes vigilant, vous n'avez pas encore commencé à mémoriser, vous avez besoin d'une deuxième chose, d'attention. La différence entre la vigilance et l'attention, elle est simple. La vigilance, c'est d'être réveillé tout simplement, et l'attention, c'est de mettre un peu le focus sur une certaine partie de l'information. Et le type d'attention dont vous avez besoin, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. L'attention sélective, c'est la capacité de discriminer entre ce qui est pertinent et ce qui est non pertinent. Parce que vous allez mettre en mémoire seulement ce que vous considérez pertinent. Et donc, parce qu'on est incapable de tout mettre en mémoire. Donc, tout ce qui est jugé non pertinent, par exemple, ce que vous avez pris pour le petit déjeuner ce matin, ne sera pas transféré en mémoire à long terme parce que ça n'a tout simplement pas été encodé. Donc, on va encoder seulement ce qu'on considère pertinent. Une fois, ce qui est bien important de comprendre, c'est que seules les informations qui sont encodées, c'est celles qui vont être rappelées. Donc, s'il n'est pas important de vous rappeler où sont vos lunettes, bien, vous n'allez pas porter attention à ça. Et puis ensuite, vous allez dire, j'ai oublié. C'est juste parce que vous ne l'avez jamais encodé. Une fois que vous avez décidé que ça, c'était pertinent, cette information-là va commencer à s'en aller dans votre mémoire à court terme. Ça n'a même pas commencé encore. Et là, il y a deux types d'encodage. Il y a ce qu'on appelle un encodage non intentionnel puis un encodage intentionnel. Non intentionnel, je vous donne un exemple. Vous êtes au volant de votre voiture et vous voyez un accident qui arrive. Et là, il y a les ambulanciers, tout ça, ça attire votre attention. C'est pertinent. Et quand vous allez arriver chez vous le soir, vous allez raconter l'événement à votre conjoint. Pourtant, au moment de l'encodage, vous ne vous êtes pas dit au volant de votre voiture, je dois me rappeler de ça absolument. Donc, c'était non intentionnel parce que c'était signifiant pour vous. Donc, en général, est-ce qu'on pourrait généraliser en disant que tout ce qui est signifiant ou qui touche l'émotionnel va s'encoder plus automatiquement? C'est connu. Okay, ça s'appelle le flashbulb memory phenomenon en anglais, là, mais le phénomène du flashbulb. Ensuite, le plus simple, c'est de l'encodage, bien sûr, intentionnel. Le meilleur exemple, l'étudiant qui étudie sans relâche pour ses examens. Le comédien qui apprend un texte de théâtre. Qui apprend par cœur un texte. Il le sait très bien. Il le fait de façon intentionnelle. Et en général, cette information-là va être très, très élaborée et c'est ça qui va faire qu'on va s'en souvenir. Donc, on commence donc à rentrer en mémoire. On est vigilant. On a porté attention à l'information pertinente. Une fois que ça c'est fait, ça va commencer à rentrer dans notre mémoire et ça va faire le premier stade qu'on appelle la mémoire de travail. Au début, cette mémoire-là, on appelait ça la mémoire à court terme. On a changé le terme. Pourquoi on l'appelait la mémoire à court terme? Parce qu'on savait que l'information, quand elle est dans ce registre-là, elle ne reste pas là longtemps. Elle va rester là à peu près 30 secondes. Et après ça, elle va finalement s'éteindre, si on veut. Et pourquoi on a changé le terme de mémoire à court terme à mémoire de travail? Parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que si on ne travaille pas sur l'information pendant qu'elle est dans ce registre-là, elle va disparaître encore plus vite. Et donc, on doit travailler sur cette information-là. Je vous donne un exemple de faire travailler votre mémoire de travail. Si je vous dis 267 multiplié par 13, ce que vous allez être en train de faire sans l'écrire sur un papier, si on fait un calcul mental, c'est ça de la mémoire de travail. Et donc, ce qu'on sait de cette mémoire-là, c'est qu'on doit travailler sur l'information, mais elle a une capacité limitée. Et la capacité de la mémoire de travail, c'est 7 items, plus ou moins 2. C'est pour ça qu'un numéro de téléphone, ça a 7 chiffres. Parce que dans les années 60, les gens se sont demandé combien de chiffres les gens peuvent se rappeler en ligne sans faire d'erreur. Et ils ont fait des études, ils se sont rendus compte que c'est 7 dans le même ordre. Et c'est pour ça que nos numéros de téléphone ont 7 chiffres. Donc, quand on parle d'un item, c'est pas nécessairement une lettre. C'est n'importe quoi qui est signifiant, finalement. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, un jeu d'échecs au complet pour un joueur d'échecs. La configuration exacte d'un jeu d'échecs au moment où on joue peut servir d'élément pour des gens qui ont une très, très bonne mémoire. Donc, c'est n'importe quelle information qui a une signification. Une fois que cette information-là est
passer à travers le registre de la mémoire de travail, elle va s'en aller en consolidation. Consolider une mémoire, c'est la même chose que graver un CD, c'est-à-dire qu'on doit mettre l'information et elle va commencer avec le temps à se consolider. Il y a deux choses. Quand on grave un CD, ça prend du temps. Et s'il y a une panne de courant pendant qu'on est en train de graver le CD, ça va disparaître, cette information-là. C'est la même chose. On considère que ça prend à peu près 48 heures pour bien consolider une information chez l'humain. Et s'il y a de l'interférence pendant ce processus-là, bien sûr, il va y avoir une diminution de la mémoire. Sonia, est-ce que c'est vrai que la nuit sert beaucoup à consolider des mémoires? C'est connu maintenant que durant la nuit, il y a une meilleure consolidation de la mémoire et on pense que c'est à ça que ça servirait de consolider l'information. C'est sûr que s'il y a de l'interférence pendant qu'on consolide l'information, il y a moins de chances que cette information-là soit bien consolidée, mais en général, on arrive à bien consolider quand même tout ce qu'on encode. Et qu'est-ce que vous appelez de l'interférence? Je vous donne un exemple. Je vous donne un numéro de téléphone à aller composer sur l'appareil mural au mur de Radio-Canada. Ce que vous allez faire avec le numéro de téléphone que je vous donne, vous allez le répéter tout le long jusqu'à temps que vous vous rendiez au téléphone pour ne pas l'oublier. Si en chemin, vous rencontrez une de vos copines qui vous dit « Bonjour, Catherine, ça va bien? » Oubliez ça, vous venez de l'oublier. C'est une interférence. Ça n'aura pas eu le temps d'être consolidé. Parce que vous avez interféré sur le processus donc, de répétition. Il était encore dans la mémoire de travail, le numéro de téléphone, à ce moment-là. Il était sorti même de la mémoire de travail. Il était en train d'être consolidé pour s'en aller dans la mémoire à long terme, mais l'interférence l'a arrêté. Perte totale à mi-chemin. Il faut recommencer, d'accord? Une fois que l'information est consolidée, elle va aller en mémoire à long terme. C'est ce qu'on veut. On veut mettre toutes les informations de notre vie en mémoire à long terme. La mémoire à long terme, c'est comme la bibliothèque de notre vie qui contient tous les livres des épisodes de notre vie. Les épisodes, les événements, les gens qu'on connaît, etc. Et dans une bibliothèque, les livres sont classés selon différentes manières. Bien, on a différentes façons de classer nos mémoires aussi. On a, par exemple, la mémoire épisodique et la mémoire des épisodes de notre vie. Si je vous demande ce que vous avez mangé ce matin, c'est ça. C'est le premier type de mémoire qui disparaît dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. Des épisodes, des gens qu'on connaît, etc. Le deuxième type de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. C'est la mémoire des informations générales, des choses qu'on connaît, la mémoire de nos connaissances. Et on pourrait penser que la mémoire épisodique, c'est comme la mémoire sémantique. C'est faux. Meilleur exemple, si je vous demande de quelle couleur est un serin. Vous allez me dire jaune. Et si je vous dis, OK, où étiez-vous quand vous l'avez appris? Ça va être beaucoup plus difficile. Ça serait une information épisodique. C'est ça. Tandis que le fait que vous sachiez qu'un serin, c'est jaune, ça, c'est la mémoire sémantique. Mais où est-ce que vous étiez quand vous l'avez appris? Ça, c'est une mémoire épisodique. Donc, on peut avoir des affectations de une ou l'autre type de mémoire. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des procédures des choses. Donc, par exemple, si vous apprenez à faire du ski, ça va être long. Vous allez devoir construire cette mémoire-là. Vous arrêtez de faire du ski pendant 15 ans, par exemple, et vous reprenez les skis 15 ans plus tard. Vous allez vous rappeler de comment skier parce que cette mémoire procédurale-là est extrêmement difficile à disparaître. Donc, elle va rester là très, très longtemps. On n'a presque jamais vu une mémoire procédurale disparaître. Merci, Sonia. Bienvenue. Études sérieuses, études insolites, science, méthode, méta-analyse, démarche, statistique.